à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui nous sommes très contents parce qu'on a eu l'opportunité en fait d'avoir un invité exceptionnel, Victor Crouin. Salut Victor. Salut. Alors Victor. je dis pour... Et salut Jérôme bien évidemment. Elle m'avait oublié. Non, j'allais revenir à toi après. Mais en fait je dis invité exceptionnel parce qu'en fait... C'est pas moi du coup. Toi tu es un hôte exceptionnel. Ouais. Mais parce qu'en fait actuellement Victor est à Paris pour un événement qui est donc du coup le Paris Squash 2023, une compétition, et il est toujours en lice. Donc c'est pour ça, merci beaucoup en tout cas à toi d'avoir trouvé le temps en fait pour venir discuter avec nous. Mais on va pas parler exactement de squash à proprement dit, même si on va faire ton parcours. Mais surtout Victor a un parcours très atypique, on va dire, pour un Français dans le sport. Et donc du coup par rapport donc, du coup, au squash. Parce que il a brillé sur les bancs de Harvard. Vous avez bien entendu, Harvard. Alors, on va faire un petit palmarès rapide quand même. Alors je fais une micro-parenthèse, ce qui est assez drôle, c'est qu'au Paris Squash 2023, il y a 7 joueurs et joueuses qui viennent d'Harvard. C'est quand même assez incroyable, Victor. C'est vrai, oui. C'est fou. Il y a pas mal de joueurs maintenant sur le circuit qui ont décidé de devenir professionnels et qui ont étudié à Harvard, qui ont fait partie de l'équipe de squash. Donc ça fait plaisir d'avoir membre de la famille sur le tour. Alors donc, pour parler un peu de ton palmarès très rapide, vu que le squash n'est pas forcément le thème du podcast, Non, et le palmarès, il est quand même pas petit non plus. on va passer un peu le côté junior, parce que tu as un peu cumulé les titres en junior. Donc là, actuellement, tu es numéro 1 français et numéro 8 mondial. Ouais. Et donc tu es maintenant, on va dire, bien ancré dans le top 10 mondial. Tu es donc là on enregistre en quart de finale donc, de ce Paris de Squash 2023. Tout à fait. Alors, on vous indiquera bien évidemment, parce que le podcast va sortir après, on vous donnera sa position, donc on espère bien évidemment qu'il sera vainqueur de l'événement. Mais pour rappel, en fait, ce que là on est en train de dire, numéro 1 français, numéro 8 mondial, mais il a que 24 ans quand même. 23, tu l'as vieilli un peu. 24. Merci. T'as 24 ans Il déjà. est né le 16 juin Ah, 99, 24 ans. Alors, Tout jeune, juste, 24 ans. S'il fallait dégager un peu un événement, c'est ta victoire à l'Open de France à Nantes il y a un an qui était vraiment, je pense, marquante pour toi. Oui, bien sûr. C'est un peu mon grand souvenir. Surtout cette semaine où je suis à Paris, j'ai l'impression d'avoir un peu la même expérience avec le public. Donc c'est la victoire à Nantes est quand même continuera à avoir une place importante dans ma carrière. C'était aussi ma première victoire sur un événement de catégorie bronze, la plus grande victoire sur le circuit jusqu'à maintenant. C'est celle qui m'a permis de me propulser dans le top 10 après avoir fait la finale au Qatar la semaine précédente. Mais oui, c'était un moment spécial. Et donc, une saison 2022-2023 encore plus énorme parce qu'il y a eu ça, mais il y a eu d'autres choses, et très récemment d'ailleurs. Oui, donc champion d'Europe également il y a quelques jours. Ouais, c'était un titre que je voulais vraiment aller chercher pour démarrer ma saison. J'ai échoué de très peu l'année dernière, enfin de très peu et de loin quand même l'année dernière en étant battu sèchement 3-0 en finale par Nicolas Müller. Cette année, Auguste a eu la gentillesse de le battre en demi-finale. Merci Auguste. Et donc j'ai dû battre Auguste en finale pour remporter ce titre. C'était vraiment sympa d'avoir une finale franco-française. On a passé quand même toute la semaine ensemble et puis on s'est retrouvés en finale, on a fait un beau match. Mais je suis content de l'avoir remporté quand même. Juste pour terminer un peu là-dessus, est-ce que pour toi c'est important d'accumuler un peu les titres ? Est-ce que le palmarès c'est un truc qui te tient à cœur ? Oui, ça me tient à cœur, mais plus que le côté émotionnel, je pense qu'à la fin d'une carrière, quand on liste un peu le palmarès des joueurs, évidemment on pense aussi aux grands matchs d'une carrière, mais on pense surtout avant tout aux victoires et aux titres. Et je pense que les titres permettent de passer d'étape en étape vers le Graal, vers la place de numéro 1 mondial, la victoire dans un championnat du monde. J'ai gagné le championnat de France, j'ai gagné le championnat d'Europe, il me reste le championnat du monde. Donc c'est ton objectif Ultime, ouais. Donc c'est d'avoir le titre de champion du monde et la place de numéro 1 mondial, ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux pour toi ? J'aimerais bien avoir les deux, oui. Tant qu'à faire. Je dirais que devenir numéro 1 mondial est plus difficile parce que ça demande une régularité sur une saison tout entière. Champion du monde, tous les champions du monde l'ont mérité, mais on peut avoir quelques surprises. Certaines saisons, par exemple Tarek Momen a été champion du monde, il l'a mérité parce qu'il a été le meilleur pendant cette semaine-là, mais au vu de sa carrière et au vu des carrières
de tous les joueurs qui sont dans le top 5 par exemple. On aurait pensé un autre joueur allait remporter le tournoi cette semaine-là, mais c'est un peu aussi la magie d'un championnat du monde, c'est que on est 48 joueurs au départ et tout le monde peut remporter le tournoi. C'est la beauté du sport dans tous les cas quand il y a compétition. Et moi j'ai une dernière petite question justement par rapport à ce qu'on dit là, au niveau du palmarès, etc. Donc tu as eu des médailles d'or forcément sous les couleurs tricolores, oui. donc de la France. Tu as gagné effectivement des titres sur le PSA, donc ce qui est donc le circuit professionnel. Oui. Est-ce qu'il y a dans l'émotion qu'on vit quand par exemple on est champion d'Europe avec le maillot France, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de différent quand on joue pour sa nation? Oui, alors je pense qu'il y a quelque chose de différent quand on joue surtout en par équipe. Jouer au championnat d'Europe au niveau individuel, personnellement je vois ça un peu de la même manière que jouer sur le circuit professionnel. Okay. Je joue quand même pour moi avant tout. Ça demande quand même une certaine responsabilité et une image à tenir parce que j'ai le maillot France sur les épaules, mais pour moi c'est l'image et mon comportement reste quelque chose d'important tous les jours quand je vais sur un cours de squash, donc ça n'a pas vraiment une grande différence. Après, tu viens intensément pour les deux, oui. Du moment où je me mets un objectif, que ce soit un titre de champion d'Europe ou par exemple gagner un platinum à Paris, j'irai à fond pour réussir cet objectif. Après, c'est quand on arrive sur des compétitions par équipe, où on a toute une équipe pour laquelle on joue, on a des amis avec qui on joue, on passe quand même beaucoup de temps avec nos adversaires mais aussi coéquipiers d'équipe de France, donc c'est des moments forts et souvent il y a beaucoup plus d'émotions quand on joue en par équipe et j'imagine qu'on va en parler, mais les par équipes aux États-Unis c'était quand même aussi 4 belles années de ma carrière. J'imagine, donc justement on va peut-être aller faire un petit tour outre-Atlantique. On va rentrer un peu dans le cœur du débat, donc Victor, on va prendre le début de l'histoire. À quel moment tu as commencé à envisager de partir aux USA? Bonne question. Je pense que je devais avoir 14-15 ans. Je rentrais au lycée, je commençais à penser à ce que j'allais faire après le bac. Les études m'ont toujours plu. Au départ, petit, j'étais pas forcément attiré par l'école, j'avais pas forcément des bonnes notes jusqu'au CE2 je crois, et puis après je sais même pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit déclic. J'ai commencé à partir et voyager pour les tournois du circuit jeune européen, et la carotte de mes parents, c'est s'il n'y avait pas les bonnes notes qui suivaient, il n'y avait pas de tournoi et de voyage. Donc là on n'était pas privé de télé, là c'était vraiment, il n'y avait pas de compétition. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas d'entraînement aussi, mais c'est jamais arrivé. Donc en même temps, c'est un bon booster. C'était un bon booster et ça m'a vraiment forcé à être discipliné avant d'être passionné, je pense, par les études. J'ai aussi une sœur jumelle, on était à l'école ensemble dans les mêmes classes jusqu'à la fin du collège. Donc il y a eu une petite compétition des notes aussi. Mais on s'est aussi beaucoup aidé. Elle a été un peu malade pendant toutes ces années-là de collège et elle a eu beaucoup de migraines où elle a dû passer un peu de temps à l'hôpital. Et souvent quand elle était à l'hôpital, moi j'étais à l'école, donc je lui donnais les cours, et quand moi je voyageais, elle était plus malade et du coup elle pouvait m'aider à rattraper. C'était vraiment un teamwork alors. C'était vraiment un teamwork, ouais. C'est beau. Et puis je suis rentré au lycée, je suis rentré au Krebs d'Aix-en-Provence, où j'ai fait une année Pôle Espoir, 2 années Pôle France. J'ai eu la chance d'avoir les cours aménagés là-bas. Donc j'avais cours souvent de 8h à 11h et de 14h à 16h tous les jours, ce qui me permettait d'avoir 2 entraînements par jour. Mais je me questionnais déjà beaucoup sur ce que je voulais faire après le bac. Je savais que je voulais faire des études. Devenir professionnel à 18 ans, ça m'attirait pas forcément. Ah bon ? J'aimais beaucoup jouer sur le circuit professionnel. J'ai commencé même vers l'âge de 16-17 ans. Mais je me voyais pas me lancer directement à temps plein dans une carrière professionnelle dès l'âge de 18 ans. Je trouvais que j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre encore, et surtout en dehors du squash en fait. Et j'ai eu un coach de Penn, de l'université de Penn à Philadelphie,
en Pennsylvanie, Ouais, voilà. qui est venu me voir. D'abord parce qu'on a eu Marie Stéphan et Mélissa Alves qui ont fait partie de Tout à fait. l'université de Penn pendant 4 ans. Donc elles m'ont beaucoup épaulé aussi sur le projet pour me montrer un peu la voie. On a eu ensuite d'autres joueurs français qui sont partis aux US. Je pense à Julia Lecoq et d'autres. Et du coup, ça m'a donné envie j'ai été curieux de voir comment ça fonctionnait là-bas. Je sais qu'il y avait un gros esprit sportif dans les universités et j'avais du mal à trouver des grandes universités en France dans lesquelles le parcours Où tu pouvais allier les sportif deux. et scolaire pouvait être allié. Alors évidemment, quand on a un sport olympique, c'est plus facile Tout à dans le fait. cadre de l'INSEP. Et encore, je pense que le double projet reste quand même quelque chose dont on rêve aujourd'hui en France. Ça reste quand même difficile, même avec toutes les aides qui sont mises en place par l'INSEP. Je pense que le côté sportif est quand même beaucoup plus mis en avant que Mais tout à le fait. projet Parce que scolaire. c'est compliqué quand même de pouvoir aménager effectivement le sportif avec les études. On sait que vous entraînez énormément. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Vous êtes en déplacement aussi parce qu'il y a forcément les compétitions aussi qu'il faut continuer à faire. Donc c'est pour ça aussi après avoir choisi justement d'aller quand même dans une université qui est donc Harvard, quand même clairement la plus réputée au monde, même on pourrait le dire, qui a Harvard, c'est s'assurer quand même d'avoir, pour ceux qui y vont, qui n'ont pas forcément le sport à côté, c'est s'assurer d'avoir en tout cas travail à plein temps, très bon salaire à côté. Enfin, il y a vraiment on le voit dans les séries américaines par exemple. Oui, non, mais Et on voit aussi le sport par rapport aux séries américaines, justement à Harvard, les bourses, qu'on peut y aller. Le sport est quelque chose d'énorme aux États-Unis. Peut-être que ça l'est moins aussi en France. En tout cas, il y a une importance. Je pense que l'importance est tout autant entre l'éducation, à proprement dit, et le sport. Oui, bien sûr, je pense que les deux sont liés très tôt dans la jeunesse des Américains. Je me souviens partir sur des tournois professionnels et être logé et être hébergé par des familles qui aidaient bénévolement le tournoi. Et on voyait à la télé des matchs de football américain, sauf que c'était des jeunes qui sont au collège. Donc c'est très tôt. Dès le collège, le sport est retransmis, pas universitaire, du coup le sport scolaire à l'école est retransmis à la télé. Donc il y a déjà beaucoup Sur une d'enjeux. chaîne locale ou Local, oui, beaucoup d'enjeux autant financiers que même d'ego pour les jeunes et pour les parents. Parfois, on rentre un peu dans l'extrême même, je pense. Mais à l'université, déjà, le sport fait partie intégrante de nos 4 ans. Et ceux qui ne font pas forcément de sport au niveau universitaire tous les jours font partie de clubs soit sportifs, soit non sportifs. Mais il y a toujours un temps pour les études et un temps pour l'extra-scolaire. C'est vrai qu'on le voit aussi, par exemple, il y a les confréries, il y a beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de clubs, effectivement. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'ils sont toujours occupés. Enfin, il y a toujours quelque chose. Mais en même temps, moi, je trouve ça génial parce qu'effectivement, ils apprennent beaucoup de choses. On peut faire ce qu'on a envie. Comme de toute façon, c'est un peu le rêve américain aussi. Il n'y a pas vraiment de limite. Mais du coup, toi, comment t'es arrivé? Donc, t'as été repéré, du coup. Comment t'es arrivé vraiment à te dire, ok, ce sera Harvard? Parce qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, bien sûr. J'ai eu quelques coachs qui, après que le coach de Penn est venu vers moi et m'a un peu appris tout le système de recrutement. Malheureusement pour cette université, j'ai été aussi approché par d'autres coachs d'autres équipes comme Yale ou Princeton. Et que de la Harvard. Ivy League alors. Que de la Ivy League, oui. Au squash, on est quand même beaucoup ciblé sur la Ivy League en termes de compétitivité sportive. La plupart des squashers finissent dans une université de la Ivy League. C'est là où les équipes de squash sont les meilleures. Okay. Donc c'est les universités qui attirent les meilleurs joueurs aussi. Donc, petite précision, la Ivy League, c'est 8 grandes universités américaines. Dans le nord-est. Principalement dans le nord-est. Principalement. On peut les citer. Je te laisse faire. Non, je vais si t'as appris. Non, vas-y. Victor, un petit quiz, allez. Alors, il y a Harvard, Yale, Princeton, Penn,
Cornell, Dartmouth, Brown. Il en reste une? Columbia, Columbia, à New York. tout à fait. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu aurais pu rester en France, tu penses? Enfin, c'était pour toi une évidence de partir. J'aurais pu rester en France, oui, si j'avais pas eu cette opportunité de partir aux US. Mais une fois que j'ai eu cette opportunité, j'étais quand même très fixé sur le fait que j'irais là-bas. Pourquoi Harvard après? Pour revenir à ta question. Donc à la fin, en fait, j'ai aussi été assez bon en fin de carrière junior au niveau international. Et après ma deuxième place au championnat du monde junior en Nouvelle-Zélande, j'ai le coach d'Harvard qui est revenu vers moi et qui m'a donné sa carte et qui savait que j'allais faire une visite officielle à peine de 24 heures. Donc tout ça est assez... Il y a des règles qui sont mises en place. Et c'est un petit milieu, tout se sait alors? C'est un petit milieu, tout se sait, oui. Et donc il en a profité pour me faire venir à Harvard juste après ma visite à Penn. Donc au final j'ai fait 2 visites, une à Penn, une à Harvard. Et à la fin au final je suis rentré chez moi et ça a été difficile quand même parce que émotionnellement je voulais au départ aller à Penn. Au départ surtout parce que le coach avait investi beaucoup sur moi et m'avait appris beaucoup de choses sur le système américain. Mais ensuite en faisant une liste du pour et du contre, la bonne liste des moins et des plus, il y avait beaucoup plus de plus pour Harvard et puis Harvard reste quand même à l'international. La réputation n'est plus à faire de Harvard. C'est ça. Après une fois qu'on rentre à l'intérieur du système, on se rend bien compte que il y a l'intérieur et l'extérieur. Là où on va, c'est pas très important. Non, c'est ce qu'on y fait. C'est ce qu'on y fait et c'est ce qu'on y fait à l'intérieur. Mais je suis très content d'avoir choisi Harvard. Je l'ai choisi aussi pour pas mal de raisons qui étaient importantes à mes yeux. Alors, est-ce que justement il y a les études qui rentrent dans le sens où forcément on y va, enfin tu as quand même été faire tes études là-bas parce qu'aujourd'hui tu es diplômé d'Harvard, mais il y a des spécialités peut-être qui t'intéressaient aussi plus à Harvard que à oui, alors Penn est beaucoup ont une partie de l'université qui s'appelle Wharton qui est beaucoup spécialisée sur la finance et le business. À Harvard, on est beaucoup plus sur le côté politique. Droit, oui. Le côté droit et la recherche. Alors personnellement, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire une fois rentré à Harvard ou une fois à l'université. J'avais suivi un cursus scientifique au lycée sans vraiment savoir ce que je voulais faire plus tard. J'avais quand même émis l'hypothèse d'aller à l'INSA à Lyon. Un de mes meilleurs amis du CREPS d'Aix-en-Provence qui faisait du pentathlon est parti à l'INSA, a bénéficié du parcours sportif qui permet de doubler les années et d'allier les deux. Et en squash, c'est moins évident du coup. Le problème, c'est qu'on a peu de squash à Lyon, peu de joueurs avec qui je pouvais m'entraîner et ça restait quand même un train de 3 heures pour rentrer à la maison. Donc pour s'entraîner, c'était un peu difficile. Et donc j'ai choisi de partir là-bas. Une des raisons pour laquelle j'ai choisi Harvard, c'est aussi parce que notre très cher Thierry Lincourt n'était pas très très loin. Je me demandais quand est-ce qu'on allait venir. Donc un ancien champion du monde donc de 2004, premier français à être champion du monde en squash, qui est effectivement maintenant entraîne aux États-Unis. Oui, alors les coachs d'Harvard n'ont pas oublié de demander à Thierry de passer un peu de temps avec moi quand j'ai fait ma visite. Mais ça a quand même pesé beaucoup dans la balance, surtout pour mes parents. Je pense que c'était important d'avoir un point de contact en cas de problème si j'étais aux États-Unis. Thierry et sa famille sont un peu devenus une deuxième famille pour moi quand j'étais là-bas. J'ai passé beaucoup de temps avec Thierry sur le cours. C'est comme un mentor aussi quand même parce que évidemment, ça reste oui. un exemple et il y en a quelques-uns quand même des exemples en France. Il m'a poussé la balle quand même pas mal de fois quand j'étais aux US et en contrepartie le samedi j'allais souvent l'aider pour son école de squash pendant l'après-midi et puis le soir on allait manger tous ensemble avec sa famille donc ça me donnait quand même un point d'impact français. Donc du coup pas trop de mal du pays en arrivant aux USA? Non, et puis même j'ai pas forcément le mal du pays. Je dis toujours si j'ai un toit et un lit, je suis content. Ce qui est très bien. Ce qui est bien, oui. Et puis après, une autre des raisons pour laquelle j'y suis allé, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de joueurs non américains dans l'équipe.
Non pas que je n'aime pas les Américains, mais beaucoup Plus de de... richesse, on va dire. Comment ? Plus de richesse en termes de style de jeu, en termes de personnalité. Déjà, et puis surtout en termes de personnalité, c'était quelques joueurs que je connaissais depuis que j'étais tout petit sur le circuit junior. Je pense à Anna Craig, irlandaise, avec qui on a grandi sur le circuit européen ensemble. Donc voilà, c'était une équipe un peu plus internationale. Donc en fait, on retrouve un peu la famille qu'on a côtoyée quand on était jeune sur les premiers circuits. Communauté squash est quand même assez... Et c'est vrai qu'elle est assez, petite, entre guillemets, relative à d'autres sports, disciplines, tout à fait. Donc c'est des choses qui me tenaient à cœur quand même, avoir des points de confiance et de contact dans l'université, et puis je me suis quand même très très vite adapté, et à partir de là j'ai quand même passé 4 merveilleuses années. Waouh! Et justement, parce que on peut effectivement se faire repérer, mais malgré tout, ça nous octroie pas, en tout cas, un passe-droit pour rentrer dans l'université. Donc il y a quand même tout un process aussi pour être accepté, parce que c'est bien d'être très très bon, sportivement parlant. Mais les États-Unis, et qui plus est à Harvard, qui, je crois, a un taux quand même d'admission de 7%, donc ce qui est quand même très faible. Ouais. Mais par rapport à Oxford qui est à 18%, je me suis renseignée. Bien évidemment, non, mais pour voir en fait l'impact, ça veut dire qu'effectivement, même si on a envie de faire Harvard ou même on a envie de faire Yale, on a envie de faire ces grandes écoles, c'est pas d'office quoi. Non, bien sûr, il faut avoir. Et les concours sont très durs. Alors, la particularité des universités de l'Ivy League est qu'ils essayent de ne pas donner de passe-droit aux sportifs. Donc le côté sportif ne garantit pas une place à l'université, et puis souvent du coup quand les coachs d'Harvard, j'ai eu l'expérience une fois arrivé à l'intérieur et une fois qu'ils m'ont demandé de recruter aussi des joueurs, la première chose qu'ils demandent quand ils voient un joueur qui les intéresse, c'est le dossier scolaire du lycée, et à partir de là ils sont très honnêtes avec le joueur en question et ils lui disent directement si ils pensent que tel joueur a une chance de rentrer, si ça vaut le coup de postuler ou pas. Okay. Donc si c'est pas le cas, il lui dit d'aller voir une autre université parce qu'il y aura certainement plus de chances de rentrer. Et le problème, c'est que si tu n'es pas accepté directement dans les universités, il faut souvent attendre un an pour pouvoir repostuler pour une autre université. Okay. Mais toi, c'est vrai que du coup, c'était ton dossier scolaire d'après CM2, donc du coup, tu étais devenu très très bon à l'école. Donc, ça allait après. Donc tu parlais de tests, c'est quoi concrètement ces tests pour rentrer à Harvard alors ? Donc on doit donner nos dossiers scolaires, et ensuite on a, à l'époque, maintenant c'est devenu un peu optionnel, bien que pour les étrangers ça reste indirectement obligatoire. Il faut bien montrer une maîtrise de l'anglais, donc le SAT, le SAT, est un des diplômes à passer. Il y a aussi le ACT, qui est un autre diplôme un peu plus diversifié. Le SAT comprend la logique mathématique et la compréhension de l'anglais écrite et vocabulaire. Le SCT est un peu plus large dans le sens où ils ont des maths, de l'anglais, et ensuite je crois qu'il y a de la physique, de la chimie et de la biologie. C'est assez dingue de voir comment ils misent sur tout ce qui est mathématiques pour leur concours qui est... avoir une logique mathématique, ça débloque beaucoup de choses malgré tout, mais c'est marrant comment ils... Non, mais je comprends que, surtout pour les journalistes qui ont certainement fait j'ai fait un bac S personnellement. Moi j'ai fait un bac S aussi. Très bien alors. Deux scientifiques sur le... Je croyais que vous étiez piqué. Non, en plus moi j'adore les maths, mais c'est vrai que c'est une réflexion qui est assez particulière quand on est dans des écoles justement qui sont très droit, politique, etc. Mais en fait, de miser, parce qu'il y a plein d'autres choses en fait qu'il faut aussi maîtriser. Prendre en compte, bien sûr. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils misent beaucoup en fait sur ce côté très mathématique certes, mais logique mathématique. Il y a aussi, parce que c'est mathématique, mais c'est un examen qui est. C'est une réflexion aussi. Qui est avec du temps. Donc en fait, ils essayent de voir la réactivité et la réactivité de pensée des élèves, parce que souvent c'est les mêmes raisonnements qui ressortent dans les exercices, et c'est juste avec des chiffres qui changent. Donc personnellement, j'ai trouvé qu'avec beaucoup de practice, on y arrive assez bien. J'ai eu beaucoup plus de mal sur la partie anglais, parce que j'avais que
Tu es natif 17 français ans. déjà aussi. Oui, je suis allé dans un collège. Et du coup, tu passes ça en ligne ou c'est sur place ou comment ça marche? C'est sur place. D'accord. Je suis allé au lycée international D'accord. de Luynes, près de Aix-en-Provence, à 8h du matin. Pour passer pour SAT. passer le SAT avec des jeunes qui sont tous rentrés, qui ont tous fait leur école bilingue, souvent, Ah oui. Ouais. D'accord. et ont une meilleure maîtrise quand même de l'anglais. D'accord. Donc, heureusement que tu avais pas mal voyagé aussi avant et que. Ça a beaucoup aidé. Ouais, j'imagine. Mais je pense que j'ai quand même énormément progressé une fois arrivé là-bas. Donc j'avais un niveau correct qui m'a permis de rentrer, mais ça m'a quand même pris 2 mois pour vraiment m'adapter à la demande, surtout pour ce qui est écrire des paragraphes en anglais, quoi, parce que tout ce que j'avais écrit, c'était 500 mots en cours d'anglais au lycée, quoi. Je fais une parenthèse, Victor est très modeste, mais il parle vraiment un anglais qui est absolument parfait. Bah, aujourd'hui, Non, mais moi, je le dis en toute honnêteté. oui, mais après 4 ans, quand on est baigné dans la culture et qu'on est baigné Pas dans toujours. dans le Pas pays, toujours. en tout cas, ça aide énormément et tu continues effectivement les compétitions. Et non, ça retire en rien, effectivement. On peut d'ailleurs continuer si tu veux. En anglais, in English, please. Le podcast, on est tous partis, on a tous été à Sport l'étranger. On in peut the- continuer en Ouais. anglais. Non, on va rester en français pour nos D'accord. auditeurs. Mais justement, un concours comme ça, combien de temps avant tu prépares en fait justement cette entrée à partir du moment où tu décides donc de dire ok, je vais aller tenter l'expérience pour rentrer à Harvard, pour aller dans les sections sportives également, donc du coup à l'université d'Harvard. Ok, mais à partir de là, il faut commencer à se préparer et je suppose qu'il y a des temps aussi où on passe ces Bien ces sûr. concours-là. Je l'ai passé une fois très tôt quand je devais être au début du lycée, juste pour l'expérience, pour voir à quoi ça avait l'air et avoir une sorte de baseline. Je vais commencer à Ça, on parler y est. anglais. On va finir en anglais. Une sorte d'idée de où je me trouve sur le classement en termes de notes et de savoir combien je dois progresser. Et puis à partir de là, je suis rentré ensuite en terminale et j'ai décidé de prendre une année off après le bac pour vraiment me focaliser sur déjà jouer sur le circuit professionnel à temps plein, Ouais. pour décider de si oui ou non je voulais faire ça après les 4 ans à Harvard, et ensuite postuler pour les universités américaines. Ça se passait entre septembre et décembre. Donc j'ai eu mon bac Ok. en juin, et j'ai décidé de travailler mon bac de septembre à juin de cette année-là. Et une fois le bac terminé, j'ai pris quelques semaines et ensuite je me suis mis à fond sur les révisions du SAT. Et donc du coup, tu l'as passé quand le SAT? Je l'ai passé en septembre 2017. Et après, les rentrées se font. Quand est-ce que tu as mis les pieds du coup pour la première En fois septembre 2018. Donc Ah j'ai ouais, postulé. donc c'est quand même un an avant. Oui, alors il y a soit Early Admission, ce qu'ils appellent Early Admission, et donc il faut postuler en octobre. Ou alors la plupart des... mais à ce moment-là, on peut postuler seulement à une université. Ah, Et ok. ensuite, il y a le Regular Admission, qui est plus en mars-avril. Et cette fois-ci, on peut postuler pour plusieurs universités pour une entrée en septembre. Est-ce que tu avais postulé quand même, malgré tout, tu avais tenté que Harvard ou est-ce que tu avais tenté... J'ai tenté seulement Harvard en Early Admission Ok. et j'ai été accepté. Donc à partir de là... C'est que tu y croyais au moins. Moi, du coup, j'ai une question là. T'arrives à Harvard, comment on choisit ses matières en fait? Ah oui. Ça, c'est un truc qui me. Parce que je suppose m'interpelle. qu'ils ne fonctionnent pas comme nous en Non, plus. pas du tout, alors, je pense Bah alors, il y a 4 ans à l'université. La première année est un peu une année découverte pour choisir notre Promène, cursus. quand même. Parce qu'en France, Le campus est grand, hein. Faut, en, faut France le temps de le en- visiter. en France, après le lycée, il faut choisir Tout de suite. si on Ouais. veut aller en médecine, si on veut aller en droit, en économie. Aux États-Unis, on a 4 ans et pendant les 4 ans, il faut avoir fait un peu d'exploration et ensuite s'être fixé un major ou une concentration, ils appellent ça comme ça. Ok. Et ça Donc va une matière devenir principale pour ceux qui... une matière principale et ça va devenir un peu ce qui Le est fil écrit sur notre conducteur du, diplôme et le fil conducteur Ok. de nos études. Mais pour être De un nos peu plus études. concret, comment tu choisis tes cours en fait en arrivant? Alors, à mon époque, parce que ça a un peu changé récemment, ils avaient ce qu'ils appelaient une shopping week.
Donc Ah ouais, c'est carrément, une semaine où tu vas, on peut aller t'as On fait du shopping, quoi. voilà, où on peut aller à c'est tous énorme, les ça. cours. On n'a pas besoin de rester pendant toute la période du cours et ça nous permet d'identifier déjà les cours qu'on C'est avait fou, ça. C'est super, vus surtout. sur internet parce que on a une plateforme dédiée sur internet où on peut voir tous les cours qui sont proposés par l'université. Donc ça prend du temps pour voir ce Mais qui nous j'imagine qu'il n'y a intéresse. pas que 10 matières, enfin qu'il n'y a Non. pas que 10 sujets. Il y a beaucoup de sujets et ensuite on peut aller à chaque cours voir un peu ce qui nous intéresse, voir si le prof nous intéresse aussi. Pour ma part, leur demander si je vais pouvoir louper quelques cours pour partir en tournoi aussi. Oui, forcément. C'est un peu un point important. Et justement, quand on rentre après, comme toi, tu étais à la section sportive, donc du coup de squash d'Harvard, c'est que forcément, ils le savent qu'à un moment, il va falloir que tu puisses partir. Oui, mais le professeur ne sait pas forcément que je suis Ah, je ok. fais partie de D'accord. l'équipe. Il faut que je vienne le voir, que je lui dise que je fais partie de l'équipe de squash. Donc Varsity, ce qui veut bien dire qu'on fait ça. Pour être professionnel. Pas être professeur, mais on joue pour l'équipe de l'université. Ok. Et est-ce que du coup le coach a un petit peu un genre d'intermédiaire avec les profs ou pas du tout? Si jamais il y a un problème, oui. Ouais, d'accord. On a aussi une personne dédiée à ça dans l'équipe qui est en fait un Qui est un peu le professeur. relais entre les joueurs et les Qui peut profs, être là, mais personnellement, j'en ai pas forcément eu besoin. Je suis toujours allé voir les professeurs directement et Et il n'y a jamais eu vraiment de problème, à part peut-être un ou deux où ils m'ont dit directement au départ, vous n'avez pas le droit de manquer plus de 3 cours. Et si vous manquez plus de 3 cours, malheureusement, je vais devoir. C'est-à-dire que tu vas pas avoir la matière, quoi. Voilà, c'est ça. Donc dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu te dis, bon bah, je sais que je vais potentiellement louper plus de 3 à cause de mes compétitions, donc du coup tu changes. Je change, oui. Ok. Ou alors, je fais en sorte de pas les louper. De pas les louper. Ok. Mais ça s'est toujours bien passé pour moi. Je pense aussi que si on a une bonne relation avec le professeur, il nous donne aussi un peu des passes droits. Après, ça dépend des profs. Il y en a certains qui sont un peu plus rigides que d'autres. Mais j'ai eu que des bonnes expériences pendant ces 4 années. Et alors moi, je suis parti au départ sur des maths parce qu'il n'y avait pas de barrière de la langue. Non, c'est des Et chiffres. c'était un peu ce que Un 6 c'est un 6, par contre. j'aimais le plus à l'école. Ensuite, je me suis rendu compte que je voulais faire une carrière de squash et que 10-15 ans plus tard, avoir fait des maths, ça allait pas me servir à grand chose. C'était pas forcément très concret. Et pour ma réinsertion dans le monde professionnel, je préférais faire quelque chose d'autre, un peu plus m'épanouir aussi. Donc toi, tu pensais déjà à l'après. Oui. Enfin, je Non, mais savais c'est assez que rare parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui pensent plus dans les dernières années de leur année, en tout cas. je savais sportive. qu'après les 4 années d'Harvard, j'allais rentrer à temps plein sur le circuit professionnel. C'était mon objectif. Mon objectif était de monter le plus haut dans le classement mondial pour qu'une fois avoir été diplômé, je puisse commencer directement haut dans le classement. Ça a marché pas trop mal, on va dire. Oui. Ça a très bien marché. Bon, il est passé par la grande porte. Hein. Et au niveau plus professionnel scolaire, du coup je me suis dit que j'allais faire un peu d'économie pour découvrir la matière. À Harvard, Économie française ou économie américaine? économie internationale. Ok, c'est bon. Alors. Et À du coup, Harvard, pardon, je t'arrête. Et, forcément, quand on pense à Harvard, c'est quand même assez prestigieux. Est-ce qu'il y a des noms connus en prof d'économie, par exemple? oui, il y a beaucoup de En profs prof qui que sont des gens du connus. milieu, Des dans tous grosses les cas. pointures, quoi. Enfin, c'est que des professionnels Ouais, ouais. C'est pas comme chez nous, c'est pas des professeurs entre guillemets. Ouais. Non, mais même en France, je pense qu'on a pas mal de On a des bons intervenants. professeurs qui ont fait partie d'administration politique, par exemple. Donc nous, à Harvard, j'ai eu beaucoup de professeurs qui ont fait partie des gouvernements, et certains d'entre eux sont d'ailleurs pas forcément les meilleurs professeurs. Ça, tu me l'avais dit, ça. Ouais. Mais ils ont énormément d'expérience Ouais. sur le terrain, et c'est ça qu'ils apportent au cours, en fait. C'est qu'ils nous apprennent un peu la théorie, mais ensuite ils nous apprennent ce qui se passe sur le terrain. Ouais, la pratique aussi. Et la pratique. Et dans l'économie, à Harvard, on est plus ciblé sur l'économie politique. Donc comment appliquer l'économie dans des gouvernements, que ce soit au gouvernement américain, dans une banque centrale, ou même dans les organisations non gouvernementales comme à Paris à l'OCDE, quoi.
Malgré tout, l'économie, ça peut être très utile aussi pour une carrière sportive. C'est-à-dire que oh là là, magnifique. Mais non, mais c'est vrai parce que un athlète professionnel, parce que donc du coup maintenant tu es quand même sur cette voie, en tout cas d'en faire, tu l'es déjà, hein, athlète professionnel quand on est dans le quand on est dans le top 10, on l'est. Mais il y a aussi toute cette gestion à soi, parce que du coup on est notre propre, enfin tu es ta propre entreprise, tu es tout ça, donc c'est pas mal. Je vais quand même revenir sur un point, parce qu'on a parlé beaucoup effectivement de Harvard, sur le côté études. Côté sport, comment ça se passait justement quand tu rentres dans un club? J'utilisais peut-être pas les bons mots, mais donc, du coup, ta pratique du squash à Harvard, comment ça se passait ces 4 années? Parce qu'il y a des compétitions également. Oui, alors on a une partie pre-season, ils appellent ça, qui est de... Avant-saison. Septembre à novembre. Donc, septembre à... Ah ok, d'accord. Oui, voilà, septembre donc à novembre. 2 mois pendant laquelle les étudiants sportifs se préparent pour les compétitions à venir. Ok. Donc notre saison, nous, est assez courte. On a quelques matchs fin novembre, début décembre. Et ensuite, elle reprend très rapidement début janvier. Et elle se termine fin février. Et en termes d'entraînement, c'est une séance par jour ou en équipe? En termes d'entraînement, à Harvard, c'est une séance par jour. Ouais. Notre coach veut favoriser le sommeil. Parce qu'il sait très bien qu'on va étudier souvent jusqu'à très tard. D'accord. Et qu'il n'a pas forcément des élèves qui se couchent tôt ou qui utilisent très bien leur temps, surtout quand on rentre en première année. Ça peut être stressant pour certains, ça peut être dur de suivre les cours parce que c'est quand même intense. Et donc suivre les deux peut être difficile et ils préfèrent avoir une séance qualitative que d'arriver à 2 séances, dont une le matin avant 9h, donc ce qui est assez tôt. Et finir avec des joueurs qui se blessent, parce que je pense qu'une des particularités du sport universitaire là-bas et surtout du squash, c'est qu'on joue à 9, donc c'est ils appellent ça des rosters, mais des équipes de 9, et donc dès qu'on a 1 ou 2 blessés, ça fait quand même, surtout en haut de l'échelle, ça fait quand même une grosse différence parce que tout le monde bouge d'un cran dans l'équipe. J'ai une petite question, en tout il y a combien de joueurs en fait dans l'équipe? Dans l'équipe on est à peu près 14 ou 15. Okay. Donc 14 ou 15 joueurs de squash dans l'ensemble? Dans l'ensemble, 14 ou 15 hommes, 14 ou 15 femmes. Voilà, parce qu'il y a la section masculine et féminine. Places, du coup. Pour 9 places à l'intérieur. Pour 9 places, donc c'est pour tout par promotion. Oui. Par promotion? Non, pour les 4 ans. Pour les 4 ans. Voilà, donc c'est 3. Souvent, on a entre 2 et 3 recrues par an. Et ensuite, ça varie beaucoup. Parfois, on a énormément de walk-on. Donc, c'est ceux qui rentrent. Ils sont rentrés dans l'université sans le côté sportif. Okay. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pendant mon admission, la seule chose qui a été rajoutée à mon dossier, mais c'est quand même quelque chose de très important, c'est une lettre de recommandation de la part du coach d'Harvard. Okay. Donc eux sont rentrés Juste sans ça. Eux sont rentrés sans ça et sont ensuite allés voir le coach en disant qu'ils sont très motivés pour rentrer dans l'équipe. Et ensuite ils ont eu une phase de test d'1 mois pour voir s'ils sont assez assidus, s'ils viennent à l'entraînement tous les jours, s'ils le prennent sérieusement, s'ils rentrent bien dans l'équipe. S'il y a une bonne dynamique avec l'équipe, et puis à la fin de ce test, soit ils rentrent, soit ils sortent. Donc c'est là où on peut voir quand même pour 9 places que c'est quand même... C'est compétitif. C'est extrêmement compétitif, et c'est là où on voit justement le côté très... c'est pas de la chance, parce que tu as travaillé pour y rentrer, mais ça reste quand même une chance de pouvoir vivre ça, en fait. Bien sûr, oui. De se donner les moyens, en fait, de... Ouais. Alors, c'est un beau parcours, c'est un très très beau parcours. De toute façon, c'est pas pour rien non plus c'est pour ça aussi qu'on voulait t'avoir, parce que l'expérience est belle, et je pense qu'il y a aussi peut-être beaucoup de jeunes, parce qu'effectivement c'est très tôt, de jeunes qui ne pensent pas en fait qu'ils pourraient potentiellement avoir ce type d'opportunité en fait dans leur carrière. Je crois que cette année là, on a eu un jeune Français qui est parti à Columbia.
Donc ça donne des idées à certains. Laszlo God. Laszlo God. J'attendais que tu nous le dises, la Bible. Je te laisse. La Bible du squash. Il est parti, il a rejoint Laszlo God. On a aussi Ella Tu vas Galova, repartir à Harvard. mi-française, Encore une. qui est partie à Harvard il y a quelques jours, Tout ou à dans fait. quelques jours. En fait, le squash à Harvard, ils ont tous les Français. Non, c'est seulement le deuxième. Non, c'est que 2. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas grave. C'est on vrai. t'en veut pas. Ah. Oui, mais parce que moi, je les vois Je tous. pensais à peine avec Mélissa et Marie, mais c'est pas. Bah, en tout cas, ils ont quand même beaucoup il y a quand même beaucoup de squashers français. Pardon. Et du coup, je fais une petite comparaison avec les sports US. Est-ce qu'il y a des road trips quand on est Est-ce qu'on part pour plusieurs matchs à la fois ou c'est dans ces. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, pour revenir à notre programme, Ouais. on a une avant-saison de septembre à novembre. Et pendant cette période, on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des challenge matchs qui permet de savoir où est-ce qu'on va jouer. On appelle ça le ladder, donc sur l'échelle de l'équipe. Donc pour pouvoir mettre les joueurs de 1 à 9 et puis même au-delà. Ok. Si combien jamais il y avait des blessés, j'étais un dès la première année. Tu mais es souvent un, toi. c'était Ouais. pas facile. C'était pas facile parce que la même année, on a eu Marwan Tarek qui m'a battu 2 fois au British Junior Open et au Championnat du Monde Junior. Donc un de mes plus grands rivaux quand j'étais jeune, qui est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais je me souviens quand on est rentré la première année, c'était un peu tendu au départ parce qu'on voulait Et tous d'ailleurs, les qu'est-ce qu'il deux vient, cette Marwan première Tarek, place. Il a été embauché à la Deutsche Bank Donc le à squash New c'est York. fini pour lui alors. Donc le squash est terminé. Ah. D'accord, un choix de vie quoi. Ça a été difficile pour lui de faire le choix choisir. et puis au final sa vie sociale, voyager c'était un peu difficile pour lui aussi. Ouais. Et je pense qu'il y avait aussi pas mal de pression de la part de ses parents pour aller garantir un job. D'accord. Après, dans tous les cas, toute carrière sportive, qu'importe le sport, on sait que c'est des contraintes aussi pour la vie. Hein, que ce C'est soit- contraintes familiales, c'est contraintes. Exactement, on n'est pas tout le temps là, on peut pas être là pour les grands événements, on vous Oui, voyage alors beaucoup. j'appelle ça des sacrifices, mais on peut plutôt appeler ça des choix. Merci, alors ce que même j'allais phrase dire, c'est que- exactement ce que Camille Voilà, nous avait Camille. dit quand on l'avait reçu justement lors du podcast. Effectivement, si c'est un sacrifice, c'est que peut-être que l'orientation n'était pas la bonne, mais c'est effectivement un choix qu'on fait, mais il faut juste savoir en fait dans quoi on s'embarque quand on a envie en tout cas de faire ce genre de parcours. Oui, je pense qu'on utilise quand même le mot sacrifice par moment parce que c'est des choix qui sont difficiles. Et même si on les a choisis, ça reste quand même difficile de les Tout accepter. à fait. Surtout, je pense à Camille sur une fin de carrière. Et moi, je l'ai beaucoup ressenti pendant mes 4 ans à Harvard. Je pense que avant d'arriver à Harvard, le squash, c'était un peu tout pour moi. C'était un peu la chose centrale de ma vie. Et je pense que pendant ces 4 années, ça a beaucoup évolué. Et évidemment, ça va devenir ma carrière et je vais en faire pendant... Ça l'est un peu déjà, Victor. Au moins... ça l'est déjà, oui, pardon. Oui. C'est devenu ma carrière et je vais en faire pendant 10-15 ans. D'accord. Mais ça reste quand même quelque chose qui prend un peu moins de place dans ma vie qu'avant. Je pense que ça me permet aussi de libérer un peu de pression aussi, de prendre plus de plaisir. Et être à Harvard m'a permis de mettre un peu les choses en perspective et de se rendre compte quand même qu'il y a des choses un peu plus importantes que Taper dans une balle. taper dans une balle dans la vie. Ouais. Ok. Un petit mot sur. On parle souvent de l'ambiance de folie qu'il y a dans les matchs par équipe aux USA. Est-ce que c'est toujours vrai ou ça dépend? C'est vrai, tout à l'heure tu parlais des road trips. Ouais. On On part en bus, comment ça marche Ça dépend des finances de l'équipe aussi, ça dépend des donateurs D'accord. qui donnent à l'équipe. C'est vrai que ça marche beaucoup comme ça aussi là-bas. Ouais. Oui, on est financé par l'équipe est financée par les donateurs et ce qu'on appelle des alumni, donc c'est les anciens joueurs Ça pourrait être toi plus tard. de l'équipe. Ce sera moi plus tard. Ça l'est déjà d'ailleurs. Ah, tu contribues Oh déjà Je contribue à ta petite. Ouais. à ma façon, À ton mais échelle, je d'accord. contribue un peu aussi. D'accord. Je pense que c'est important. D'accord. à Ils m'ont donné tellement pendant ces 4 années, je pense que c'est important de redonner aussi. Et oui, on a ces road trips. Je me souviens quand on va vers Cornell ou dans le nord, dans le Maine. Et donc c'est là un peu que se crée la cohésion On de descend l'équipe. aussi à Princeton et Philadelphie en bus, Ouais. mais on a aussi fait des voyages en avion où c'est quand même
confort. Plus confort, ouais. D'accord. Et donc en termes d'ambiance, je parlais donc dans les rencontres. En termes d'ambiance, je pense que la plus grosse ambiance qu'on a pu voir, c'était à Philadelphie. Et on a quand même beaucoup aimé ça parce qu'on sait qu'on est en terre hostile. J'aime bien le terme. Qu'on veut être, que tout le monde veut nous battre parce que Harvard a eu beaucoup de succès pendant ces 4 années-là. Avant Victor, ces 4 années. Où pendant ces 4 années T'étais à Harvard, donc c'est normal. Avant ces 4 années, Trinity dominait. Pendant ces 4 années, on a pris le relais. Et on attend encore de voir qui est-ce qui prendra le relais après ces 4 ans. Donc on est un peu la cible des autres équipes, l'équipe qui n'est pas forcément très aimée, ou du moins c'est ce que les autres équipes essayent de colporter, distiller à leurs coéquipiers. Quand c'est l'équipe à abattre, entre guillemets. C'est ça. Et on était en terre aussi, on avait quand même beaucoup de public contre nous, et quand on arrive à gagner et à faire le silence dans ces endroits-là, c'est quand même beaucoup de satisfaction. J'imagine. On vous entend plus là, on vous entend plus. Ok. Et du coup, est-ce que tu as eu le temps, toi, un petit peu d'aller voir d'autres sports à Harvard? Oui, encourager un peu l'équipe d'Harvard. Alors, j'adorais aller voir ce qu'on appelle le Crimson Harvard. C'est ça, ouais. J'adorais aller voir le hockey sur glace. D'accord. Ah ouais. Pour un mec qui vient de Toulon, c'est un peu bizarre. Mais... Mon père faisait du hockey sur glace quand il était jeune. Et je trouve ça hyper cool à aller voir. Jamais je ne jouerai au hockey sur glace. D'accord. J'aime pas forcément les sports de contact. Après tu vas me dire que le squash, il y a quand même un peu de contact. Ça dépend avec qui. Mais pas autant que sur du hockey sur glace. Ouais. Mais j'adorais aller voir. Et puis l'équipe de squash était assez proche de l'équipe de hockey sur glace. Je suis aussi allé voir tous les sports américains. Une fois, je suis pas y allé beaucoup de fois parce que si, je suis allé voir le basket. Ouais. Qui est assez sympa aussi à voir, mais le baseball et le football américain, c'est pas forcément ma passion. Mais oui, après on allait voir de l'escrime. Ma première année, un de mes colocataires faisait de la lutte, donc je suis allé le soutenir à quelques rencontres. Donc voilà, oui, on essaye. Je suppose qu'il venait également. Oui, bien sûr, on essaye de se soutenir les uns des autres. Dans le même état d'esprit, vous êtes dans la même démarche. Exactement. Donc c'est plutôt sympa. Oui, et puis ça fait une sortie. Mais tout à fait. Ça fait une sortie. C'est vrai. Alors forcément, il y a eu un événement qui s'est produit pendant ces 4 ans, ça s'appelle le Covid. Oui. Donc tu as passé 1 an sur ces 4 ans, en fait, en France. Oui, je dis 4 merveilleuses années, oui. Mais c'est vrai que j'en ai même passé 1 an et demi à la maison. Je suis rentré en mars 2020, 2 jours avant le confinement généralisé en France, donc au bon moment. On a eu le temps de finir notre saison universitaire la semaine d'avant. Alors on a gagné en par équipe, mais c'est l'année où moi j'ai perdu au premier tour. Victor a perdu un match, juste pour une parenthèse. Ça peut arriver. Ça peut même lui arriver à lui. J'ai perdu un match, ouais. Et puis donc j'ai dû finir l'année en ligne jusqu'à mai. Et ensuite, j'ai décidé de refaire l'année suivante en ligne parce qu'il y avait trop de contraintes sanitaires là-bas, ce qui ne me permettait pas d'avoir un entraînement efficace. Donc, j'ai préféré passer l'année à la maison, de faire les cours en ligne. J'ai pu quand même un peu voyager et faire quelques tournois aussi. D'où le côté bénéfique de faire les cours en ligne. Mais oui, ça a été un peu difficile Enfin, le choix a été facile parce que je savais qu'après mes 4 ans, je voulais devenir professionnel. J'avais déjà j'avais déjà pris 1 an sabbatique après le lycée, donc je voulais pas en prendre une deuxième. Beaucoup de mes amis ont pris l'année off pendant le Covid parce qu'ils voulaient pas perdre 1 an sur le campus. Donc encore cette année, quand j'allais sur le campus les visiter, j'avais encore la plupart de mes amis qui étudiaient pendant leur dernière année, mais je pense que... Mais le distanciel, il se faisait principalement pour les cours, donc forcément pour... l'équipe, côté sportif a été arrêté pendant 1 an. Le côté squash, comment tu as géré du coup cette partie-là pendant ces 1 an et demi au niveau squash? Du coup, tu es rentré effectivement en France, donc à la maison, où potentiellement donc, tu pouvais quand même continuer à t'entraîner, mais plus avec ce mon coach. Équipe, oui. Alors, on essayait de se regrouper par équipe sur Zoom. 1 ou 2 fois par semaine pour faire des petits entraînements physiques, pour garder l'équipe soudée et passer un peu de temps ensemble. Surtout pour ceux qui venaient de rentrer pendant le Covid aussi, parce que chaque année on a des recrues, donc il
Faut qu'ils se sentent faut aussi. qu'ils se sentent, faut qu'ils sentent qu'ils fassent partie de l'équipe. Donc c'était important de les connaître, de passer un peu de temps avec eux, même si c'était en ligne. Et voilà, après j'ai quand même eu la chance de pouvoir rentrer à la maison, de pouvoir repasser du temps avec mon père, mon coach de toujours. Et donc on a quand même beaucoup travaillé pendant cette année et je pense que j'ai aussi beaucoup progressé pendant cette année. Et du coup, est-ce que le retour là-bas a pas été compliqué? Non, tu t'es vite réadapté? Non, je me suis vite réadapté, c'était ma dernière année aussi. Donc souvent la dernière année au niveau cours, déjà on connaît un peu comment les choses fonctionnent, donc c'est plus facile, on a gagné en efficacité. Et ça m'a permis aussi de prendre des cours que j'avais pas forcément osé plus tôt dans mes années avant. J'ai commencé à prendre des cours d'histoire. J'ai toujours été assez passionné par l'histoire, mais j'ai toujours eu peur que je ne puisse pas écrire 3, 4, 5, 6 pages sur un sujet en anglais. Mais après 3 ans passés à Harvard, mon niveau avait progressé et ma confiance aussi. Et donc tu as fait un peu un an d'histoire pour t'amuser en fait. C'est ça, ouais. Pour s'amuser. En tout cas, c'est que gros, tu pouvais te permettre, entre guillemets, de pouvoir aller... chaque semestre, on doit prendre minimum 4 cours. Et donc souvent, je prenais un ou 2 cours d'économie. Et ensuite, ça reste des universités qu'ils appellent arts libéraux, liberal arts, où ils essayent d'inculquer aux élèves une éducation assez générale. Donc, par exemple, si on fait des maths, on va quand même être obligé dans notre cursus de prendre un cours d'art, un cours de langue, un cours d'histoire et un cours de droit, par exemple. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Oui. Ce qui est plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait parler rapidement de la graduation, donc la cérémonie de remise de diplôme? Est-ce que c'est comme on voit dans les séries américaines, comme à la télé, ou... C'est pareil, oui. Je dirais même. Ce qui est rigolo, c'est que sur le campus, on a des jardiniers qui sont là toute l'année. Et en fait, tout est mis en place pour que le gazon un an à l'avance, on pense qu'à ça. Le gazon et le bâtiment et les bâtiments soient parfaits pour cette semaine de remise de diplôme, quand toutes les familles et les invités viennent pour cet événement-là. Les hôtels de la ville sont pleins un an avant. Ah oui. Donc il faut s'y prendre à l'avance parce que c'est un peu... je pense qu'aux États-Unis, il y a le mariage, il y a les enfants et puis il y a la remise de diplôme des enfants. Et le bal de promo aussi, on pourrait dire. Ouais. Donc c'est quand même un moment particulier et c'est une fierté pour beaucoup de familles. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui est venue aussi pour ce moment-là. C'était assez sympa et de pouvoir partager ça avec eux parce qu'ils n'étaient pas venus pendant les 4 ans aussi. Ma petite sœur rêvait d'aller aux États-Unis aussi, donc c'était l'opportunité. C'est un beau cadeau que tu leur as offert au final. Voilà, c'est ça. Ça c'est, on vous mettra une petite photo de Victor avec son chapeau. Avec son petit chapeau. Mais il y a beaucoup d'écoles de commerce aussi en France qui font ça maintenant. Mais la cérémonie n'a pas la même ampleur, mais en tout cas porte également le chapeau. Ouais, on avait quand même l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande qui est venue nous faire qui est venue reçu une médaille d'honneur et nous a fait un speech de bien 20-30 minutes. D'accord. Donc c'est une super belle expérience. Qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à tous ces... je sais pas, à des jeunes qui ont envie par exemple de faire une carrière sportive, mais également qui ont l'attrait à vouloir en tout cas avoir des bagages, peut-être même des excellents bagages comme pourrait Déjà moi j'ai une phrase qui est toujours restée ancrée dans moi, c'est que le sport aide aux études et les études aident au sport. Après on peut la tourner autrement, mais je pense vraiment que les études m'ont aidé à avoir une certaine discipline, une certaine rigueur sur le cours de squash et vice versa. Sur le cours de squash, ça m'a permis d'être meilleur à l'école de différentes façons. Et je dirais toujours, j'ai pas été beaucoup blessé dans ma carrière, mais je me souviens une fois où j'ai dû prendre une semaine parce que j'avais eu un petit problème vers ici, donc c'était un peu une zone importante. Et pour faire attention, on avait pris une semaine de repos complète
Et je me souviens que j'avais passé des examens à l'école et que j'avais eu des moins bonnes notes que quand j'étais sur le cours toute la journée. Je me dis, c'est bizarre que j'ai plus de temps avec moi, pour moi, et je suis moins bon à l'école, quoi. Donc vraiment, ça m'a poussé à être productif et à être efficace pendant mes journées. Et après, oui, faire les deux en même temps, c'est pas facile. Ça demande de faire des choix. De passer moins de temps avec ses amis au bar par exemple, ou sur les consoles, surtout pour le côté sportif. Mais c'est aussi très enrichissant et puis ça m'a permis aussi d'avoir l'expérience de l'université américaine, d'avoir un diplôme assez prestigieux, d'avoir une pression pas aussi forte pour mon après-carrière parce que je sais que j'ai un diplôme et un carnet d'adresses qui me permettront d'avoir une réinsertion un peu plus facile. T'as assuré ton futur en fait au final. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai aussi beaucoup appris pendant ces 4 années et je me souviens avoir revu mes amis de promotion, surtout de l'équipe de squash. Et quand on repense à qui on était quand on est rentré à Harvard et qui on est devenu en sortant, on devient quand même une autre personne, quoi. Est-ce que Harvard te manque un petit peu là? Tu y penses parfois un peu, t'as des flashs ou... Cette année quand je suis revenu, ce qui est marrant à Boston, l'aéroport est pas très loin du campus. Ouais. Et quand on prend le Uber, le taxi pour revenir sur le campus, on suit un peu la rivière et on voit tous les bâtiments de MIT et de Harvard. Et c'est toujours un moment quand je rentrais de compétition que j'adorais, un peu me mettre à la vitre et voir un peu tous ces bâtiments et d'être vraiment fier d'être dans cet endroit-là. Et quand je suis revenu pour la première fois, que je me baladais un peu dans la rue, je me sentais à la maison en fait. Je savais un peu où étaient mes spots, où j'allais manger, où j'allais passer du temps avec mes amis. Donc oui, ça me manque un peu après ces étapes de ma vie, je pense. Et on va dire je suis passé à autre chose. Comme on dit, toute bonne chose a aussi une fin et il faut une fin pour que ce soit justement une belle expérience. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas merci Victor pour cette expérience, pour ce parcours unique. Donc aujourd'hui effectivement tu comptes clairement en tout cas dans le paysage du squash. On le rappelle, numéro 8 mondial aujourd'hui. On te souhaite bien évidemment tout le succès. La place numéro 1 clairement, le titre de champion du monde. Je pense qu'en tout cas tu es un des joueurs qui peut y aller. En tout cas tu as une détermination. Merci. Et t'as cette envie et voilà, on n'est pas numéro 8 à 24 ans pour rien, donc on te souhaite en tout cas de continuer cette voie. Et merci en tout cas, je pense que dans tous les cas, tu auras sûrement inspiré aussi des gens et se dire que voilà, rien n'est impossible, tout est possible. En tout cas, c'est un petit peu ça mon adage, moi, t'as bien celle-là. Je l'aime bien parce qu'effectivement, en fait, quand on voit des parcours comme ça, on se dit que il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs choses. Et des fois il faut aller regarder, il faut aller chercher et surtout ne pas se limiter en fait en termes de parcours. Faut rêver grand. Faut rêver grand effectivement et puis faut essayer parce que si on n'essaie pas on ne peut pas savoir, donc voilà. Tu en as testé qu'une, tu as voulu passer qu'une seule école et tu l'as eu, donc comme quoi voilà, faut croire en soi en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation et peut-être à bientôt. À très vite. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir. Merci.